Alors on commence cette interview pas tout à fait comme c'était prévu. On va parler de cette taxe sur les holdings, Charles Sana. Mais figurez-vous que pour le moment, un amendement a été adopté par la Commission des finances pour le supprimer par erreur. Éric Coquerel et certains insoumis, notamment, ont expliqué avoir voté cet amendement de la droite en pensant que la taxe était réécrite et non amoindrie. Quelle farce quand même, non ? Oui, alors c'est honnêtement, bonjour à tous. C'est honnêtement super drôle comme situation. Ça montre aussi à quel point nos députés votent les choses sans même comprendre leur portée. Et je crois qu'en fait, dans ce vote de l'amendement par erreur, ce qui est très intéressant, et là-dessus je vais accuser aucun député, c'est-à-dire je vais pas dire c'est l'incompétence des uns, non. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous en sommes arrivés à un point où la représentation nationale ne comprend plus ce qu'elle vote. Et elle ne comprend pas les effets de bord que ce qu'elle vote va engendrer. Et c'est valable pour tous les sujets que nos députés, sur lesquels nos députés sont amenés à se prononcer. Regardez la catastrophe des DPE et des diagnostics énergétiques. C'est une catastrophe pour le marché on va quand même, on va revenir sur ce texte, sur cette taxe qui devrait quand même revenir au moment des discussions dans l'hémicycle. Donc elle n'est pas totalement abandonnée, mais pour revenir sur le contenu de cette taxe, c'est une taxe sur le patrimoine, donc des holdings, des sociétés mères dont la valeur dépasse les 5 millions d'euros. Outil professionnel sera exempté, mais ça comprend quand même l'immobilier, les titres financiers. Est-ce que dans son champ d'application, elle vous semble cohérente, Charles ? Alors, non seulement elle ne me semble pas cohérente, et alors vous allez aborder avec Monsieur Langlais tout à l'heure le conflit et la bataille Chine-USA. Ce qui est sûr, c'est que si on ne connaît pas encore le vainqueur entre la Chine et les USA, on connaît le perdant. Et la France a tout un superbe perdant avec l'Union européenne dans son sillage. Ceux qui nous écoutent doivent comprendre que les holdings, c'est pas juste un outil qui sert à faire de l'évasion fiscale. Les holdings, c'est un outil économique d'une utilité fondamentale pour l'ensemble du système économique. Je vous explique. La holding permet de remonter l'ensemble des dividendes de l'ensemble des filiales. Et elle permet, la holding, de faire passer l'argent d'une filiale, par exemple, qui gagne un peu de sous, à une filiale qui en perdrait. Et d'équilibrer les activités économiques d'un groupe. C'est ce qu'on appelle les holdings animatrices, par opposition à ce qu'on appelle les holdings patrimoniales, où là, de méchants riches, des multi-riches, des multimilliardaires absolument abjects et horribles, cacheraient leur argent loin des mains voraces d'un État socialisant. Et c'est pas ça du tout la réalité. D'abord, personne n'est capable aujourd'hui de faire réellement la différence entre une holding réellement professionnelle et une holding réellement patrimoniale. C'est extrêmement rare de pouvoir scinder les deux comme ça d'un claquement de doigts. Et l'enfer se cache toujours dans les détails. Et c'est exactement ce que nous allons vivre. Ensuite, je tiens à rappeler quand même que ce débat est parti de la taxe Zuckman. La taxe Zuckman qui était censée s'appliquer aux multimilliardaires, à ces gens apatrides qui réussiraient, grâce à leur ingéniosité fiscale, à s'extraire de l'impôt, ce qui serait d'une injustice absolument effrayante. Donc on est parti d'1 milliard d'euros. Et aujourd'hui, vous m'expliquez que c'est les holdings à 5 millions d'euros. Et là, ce que vous taxez, c'est le patron de PME. Ce sont les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Je rappelle, pour bien comprendre le drame français, et peut-être que Monsieur Langlais derrière en reparlera, mais le drame français, c'est quoi? C'est 5 800 ETI en France, 12 500 en Allemagne. Vous avez tout compris. Nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Et ensuite, je terminerai par le taux. Le taux, il est de 2% à 5 millions d'euros. Pour rappel, l'IFI, qui est l'impôt sur la fortune immobilière, et qui n'est pas sans poser de gros problèmes quand on compare l'impôt au rendement de l'immobilier
Et normalement, tout le monde est au courant qu'on a une sacrée crise de l'immobilier et que cette crise de l'immobilier elle est devenue une crise du logement, puisque plus personne n'investit dans le logement. Et donc, à l'arrivée, c'est des gens qui se logent pas. Hein. C'est pas juste des gens qui sont riches ou des inégalités. C'est la plus grosse des inégalités, c'est les gens qui se logent pas. Voilà ce que donnent les politiques pétris de bonnes intentions, mais complètement stupides. Et donc, vous vous retrouvez avec un IFI aujourd'hui pour les tranches supérieures à 10 millions d'euros, hein, c'est la dernière tranche de l'IFI, supérieure ou égale à 10 millions d'euros de patrimoine, c'est 1,5% du montant du patrimoine. C'est considérable, hein, vous faites 10 millions d'euros sur 1,5 sur 10 millions d'euros, ça fait un petit peu de sous quand même à payer. Or, le rendement de l'immobilier est inférieur à 2%. Donc, vous perdez de l'argent tous les ans et votre capital s'érode. Vous allez avoir la même chose en pire sur les holdings avec non pas un pourcentage de 1,5% au-dessus de 10 millions d'euros, mais de 2%, ce qui est supérieur à l'IFI qui pose déjà des problèmes considérables, seulement à hauteur de 5 millions d'euros. Alors, il faut cet impôt est catastrophique, Aude. Oui, que ce qui sera payé dans l'IFI, du coup, sera enlevé de la taxe sur le holding si elle passe évidemment l'examen du vote que de grande générosité, du budget de l'État. Mais c'est vrai que ça touche beaucoup plus de monde et ce qu'il faut dire aussi, c'est que finalement, il y a quand même une double imposition parce que les dividendes qui restent à l'intérieur de la holding, ils ont été imposés aussi avant à l'impôt sur les sociétés. Donc, in fine, ils sont imposés aussi s'ils sortent de la holding à la flat tax. Alors, in fine, ça fait quoi comme taux de taxation? On est les plus élevés au monde? On est les plus élevés au monde, hein, c'est-à-dire que même l'ex-URSS imposait moins ses citoyens que la France de Monsieur Macron. Mais c'est pas le seul sujet, Aude. Et je voulais vraiment que ceux qui nous écoutent puissent partager des réflexions sur l'intérêt économique de la holding et l'intérêt économique de la capitalisation. Et je vais convoquer un milliardaire à la barre qui s'appelle Monsieur Bill Gates, que tout le monde peut aimer ou détester, c'est pas le sujet. Mais Monsieur Bill Gates, quand on lui demandait des conseils, mais comment vous avez fait pour, dans l'informatique, passer des crises, passer les cycles, etc., etc. Et Monsieur Bill Gates, il vous dit, c'est très simple, il faut avoir devant soi 2 années de dépenses. 2 années de dépenses. C'est-à-dire que Monsieur Bill Gates était en train de vous expliquer que pour avoir une société qui marche, que pour pouvoir investir, il fallait accumuler du capital. Accumuler du capital, ce n'est pas sale. Accumuler du capital, c'est le préalable à l'investissement. Accumuler du capital, c'est le préalable à la résilience et à la robustesse de nos industries et de nos entreprises, et donc de l'emploi. Croire que les chefs d'entreprise, surtout quand on parle de 5 millions d'euros, et vous verrez, Aude, ça se terminera à 2 millions d'euros, croire que les chefs d'entreprise de holding de 5 millions d'euros sont d'horribles capitalistes qui veulent échapper à l'impôt, c'est complètement se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. D'accord? C'est-à-dire qu'on dépasse complètement le doigt, on dépasse la main, on va jusqu'au coude et on peut enfoncer tout le bras, même. On a vu que, en plus, en France, la distinction entre capital et revenu n'était pas toujours claire pour tout le monde. Mais quand même, Charles, il y a une volonté de justice fiscale dans ce pays. On le voit dans les sondages qui reflètent une opinion qui est quand même majoritairement, notamment pour la taxe Zuckman. Alors, comment on peut répondre à cette demande? Qu'est-ce qui serait un compromis? Il n'y a pas à répondre à cette demande. Une opinion peut être majoritaire, elle peut être totalement stupide et complètement improductive de manière économique pour la globalité. La question, c'est comment fait-on pour assurer la prospérité des gens? La question, c'est pas la justice fiscale. Je sais pas si vous vous rendez compte l'imbécilité de ce raisonnement. La question, c'est pas de savoir comment moi je pourrais gagner plus, c'est comment je peux prendre plus d'argent à Aude qui gagnerait plus que moi. Mais c'est pas comme ça qu'on crée les conditions de la prospérité. Aude, le débat, il doit pas porter sur la justice fiscale. Le débat, il doit porter sur une prospérité partagée. Comment peut-on faire pour assurer dans ce pays les conditions d'une prospérité qui serait partagée par le plus grand nombre? Et l'une des réponses, elle a été apportée depuis plus de 2 siècles par Jean-Baptiste Gaudin, industriel qui avait créé les poêles Gaudin dans l'Aisne,
Et c'était un socialiste utopique, hein, pour le courant de pensée, pour ceux que ça intéresse. Et Monsieur Gaudin, qui a fait énormément pour ses salariés, pour les gens avec une culture populaire des théâtres, vous regarderez, ceux que ça intéresse, le familistère de Guise, il avait une devise. Et c'était la devise du succès. Et je peux vous assurer que lui, il aurait payé la taxe Zuckman, puisqu'en fait, il a tout donné à ses salariés. Absolument tout. D'accord? Donc, sa devise, c'était capital plus travail plus talent égale succès. Et on parle bien du capital et de l'accumulation du capital qui est préalable à tout. Et on parle bien du travail de tous, pas que le travail du dirigeant, on est bien d'accord, le travail de tous. Donc ça veut dire que déjà, tous, faut se mettre au travail. Bon. Et ensuite, du talent de certains qui va bénéficier du travail et du capital des autres. Et c'est cette alchimie de capital plus travail, de talent, qui est la définition du succès selon l'un des plus grands et plus illustres représentants du courant du socialisme utopique, hein, attention, on flirte avec le communisme le plus total, hein, chez Monsieur Gaudin. Et pourtant, sa définition inclut la notion d'accumulation du capital. Sans capital, vous n'avez pas d'investissement possible, vous n'avez pas de travail possible et vous n'avez pas de création de richesse possible. Or, c'est la création de richesse qui va permettre après la prospérité pour le plus grand nombre. Le débat est complètement erroné. On ne doit pas s'intéresser à la justice fiscale. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. On doit s'intéresser avant tout, en premier lieu, aux conditions et à la création des conditions de prospérité et de richesse partagées par le plus grand nombre. Et ça, en général, ça passe par le travail. Mais ça peut passer, regardez, par exemple, ça pourrait passer par le fait de dire, on a un immense fonds souverain à la française, on prend du capital et des parts dans des entreprises qui verseront des dividendes, et donc plutôt que de dépenser tous les ans en charge, en aide, en assistanat, et pour les entreprises et pour les individus, hein, on met l'assistanat au sens large là-dedans, plutôt que de dépenser à fond perdu tous les ans, eh ben, si on investissait ces sommes dans des entreprises qui rapportent des dividendes, qui ferait qu'on financerait par exemple la prospérité de tous, non pas avec de l'impôt, mais avec des dividendes, c'est-à-dire avec de l'accumulation de capital. Vous avez en économie, Aude, plein de possibilités et plein de manières différentes d'atteindre un même objectif. Et je vous dis, et je le redis, vouloir atteindre l'objectif de justice fiscale, ce n'est pas du tout la même chose que de vouloir atteindre un objectif de prospérité pour chacun. Quand votre objectif est différent, les résultats sont différents. Et la justice fiscale, ça amène toujours la pauvreté générale. Un point de vue bien tranché, celui de Charles Saada, fondateur du site Insolentiae. Merci beaucoup, Charles. Merci, Aude.